Ce qui a été très surprenant pour nous, c'est cette succession de grandes crues que normalement on voit chaque 50 à 100 ans, hein, celle de 87, 93 et ensuite celle d'octobre 2000. Il y a un réchauffement climatique, il y a modification des quantités d'eau avec un renforcement des extrêmes. Moins d'eau pendant la période, je dirais, estivale, avec un petit peu plus de sécheresse, et pour nous peut-être plus d'eau en automne avec des phénomènes de grandes crues. Sur le Rhône, ce que ça signifie, c'est que les débits peuvent être plus importants que ceux qu'on a vus en octobre 2000. Alors on dimensionne le Rhône pour un certain débit, et puis on fabrique un système pour que, s'il y a plus, il y a un minimum de dégâts, surtout en évitant les zones avec les concentrations d'habitation, les concentrations de personnes. Ça devient toujours plus compliqué, quoi. Voilà. Et maintenant avec la zone à construire, avec la correction du Rhône, on a quand même un peu de soucis quand même. Quand on songe, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'était la plaine du Rhône, pas très endiguée, avec ses débordements, et c'est la raison pour laquelle tous les habitants censés construisaient sur les coteaux. Alors quand je pense à l'immense travail qui a été fait pour assainir la plaine du Rhône, afin de la rendre fertile et saine, je suis un peu partagé. Je comprends que cette espèce d'autoroute liquide ne soit pas très attractive, qu'elle soit un danger, une menace en cas d'inondation, mais en même temps je me mets à la place des gens qui voient ces terres qu'on a arrachées pour en faire quelque chose de fructifiant, qu'on a planté des vergers, etc. Je partage le pincement de cœur de voir ces terres retourner au fleuve. Nous, on a les moyens de transiger avec la nature, et donc on est particulièrement riche pour pouvoir le faire. Et je trouve que ça devrait nous donner la conscience de la chance qu'on a de pouvoir négocier avec la nature. Il y a des lieux où c'est pas possible. Je pense qu'il repousse les limites de ce qui est acceptable en termes d'aménagement du territoire, et que pour s'étendre ou pour étendre son influence, son habitat, il a tendance à déborder sur des zones qui ne sont pas prévues pour lui, quoi. Et je pense que l'homme se pense supérieur à la nature. Ça. De manière générale, il a peut-être cette arrogance-là. Le rapport de force qu'il y a entre un cours d'eau dévastateur et le développement économique avec les gens qui sont là et qui se battent contre les cours d'eau, c'est un rapport de force qu'on retrouve partout. Cette logique que l'homme peut, doit ou serait supérieur à la nature, c'est quelque chose qu'on retrouve partout qui n'est pas propre au Valais. C'est exacerbé dans l'élément de la première et de la deuxième correction du Rhône, effectivement, puisqu'on a pu dompter ce cours d'eau et assainir la plaine. Rendez-vous compte, la plaine, on avait très peu de culture avant cette première correction du Rhône. Avec l'assainissement de la plaine, on a tourné les champs, on a déboisé les forêts, dessouché, et on a pu irriguer, drainer et faire pousser. C'est une valeur ajoutée qui est absolument énorme. Donc ce sentiment de victoire où on est passé de l'inculte au cultivé, c'est un sentiment qui est absolument légitime et normal. Maintenant, bien sûr, il faut garder un peu de précaution et se dire que peut-être ce n'est pas la dernière étape de ce défi vers la sécurisation et qu'il y a encore du travail à faire. C'est ce qu'on fait justement aujourd'hui, dans une logique qui est plus peut-être de réappropriation du fleuve que ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. On va laisser de la souplesse au Rhône entre deux digues solides et parallèles. Ça veut dire à l'intérieur, on va retrouver tous les éléments de souplesse qui sont intéressants et riches pour le loisir détente, pour les plus-values naturelles. Quelque chose qui peut être, du point de vue paysager, beaucoup plus sympathique que quelque chose de figé comme on peut retrouver aujourd'hui sur le Rhône ou sur les canaux. Mais à l'extérieur de ces deux digues, on a un territoire qui est sécurisé. On a la possibilité de créer des nouvelles zones à bâtir. On a la possibilité de densifier nos zones à bâtir actuelles. On a la possibilité d'ouvrir à la construction
des nouveaux secteurs pour accueillir des industries et pour faire progresser cette économie valaisanne. Oui, d'abord, c'est un travail d'équipe. Comme ingénieur, on a l'habitude de travailler avec différents corps de métier. Et là, c'est la même logique, elle est juste explosée avec une dimension qui est énorme, qui est celle de la plaine valaisanne. Et on doit fabriquer un projet, on doit fabriquer une démarche de consultation, une démarche participative, on doit fabriquer aussi des moments clés de décision pour avancer étape par étape et ensuite, secteur par secteur, réaliser les travaux. La troisième correction du Rhône est une démarche sur, je dirais, une génération. Et c'est aussi une démarche qu'on veut souple et adaptative. De fait, on prévoit un projet qui va pouvoir évoluer dans le temps et de fait, on prévoit des premières étapes qui sont extrêmement importantes et puis, grosso modo, la réalisation du squelette de cette troisième correction du Rhône complet avec une sécurisation de la plaine sur les 20 prochaines années. Finalement, on a d'un côté ce respect, cette volonté aussi de progrès qu'on trouve toujours en Valais, toujours prêt à relever des défis et à avancer. Et tout ça se conjugue assez bien pour aujourd'hui travailler cette correction du Rhône, la deuxième, en faisant quelque chose de nouveau qui sera un nouveau patrimoine qu'on va transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, on fabrique un nouvel héritage en adaptant l'héritage qu'on a reçu nous-mêmes. Le fait d'avoir dévié le cours du Rhône pour capter son énergie et en faire de l'électricité, pour moi, a créé une espèce de paradis sauvage. Déjà à Saint-Maurice, quand on lève le nez le soir au soleil couchant et qu'on contemple la dent de Morcle qui surplombe le Rhône, c'est déjà le Grand Canyon. Ça a des tons mordorés, orangés, c'est phénoménal et c'est magique. Et le fait d'avoir détourné le Rhône, eh bien, ça lui a aussi donné un côté Grand Canyon, pas avec les mêmes couleurs, mais l'eau a rongé les falaises latérales et a donné un petit côté Étretat, c'est-à-dire qu'on a des espèces de masses rocheuses qui sont à la fois rongées et qui donnent l'illusion ou l'impression qu'elles viennent s'abreuver dans le lit du fleuve. Et ça, c'est quelque chose d'insoupçonné. Les Valaisans n'imaginent pas que sur ce petit territoire de Saint-Maurice, le Rhône puisse avoir une telle liberté. Quand il n'y a plus rien à dire, on hausse les sourcils.